Et notre sujet qu'on va discuter pour savoir les derniers développements sur le terrain dans ces pays. Et nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Monsieur Ojonga Ilyas. Vous êtes journaliste au Progrès égyptien. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais commencer tout d'abord par la Libye. La situation en Libye. La France vient de décider de ne pas parachuter ou bien d'arrêter le parachutage des armes pour les contestataires, comme les protestataires, ils ont déclaré qu'ils en ont plus besoin. Comment vous voyez cette déclaration de la part des contestataires? Donc, ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui, surtout dans le monde arabe, plus précisément en Libye d'abord, puisque la question en est là, et cela survient juste après la contestation de certains membres, n'est-ce pas, tels que la Russie et surtout l'Afrique du Sud qui s'est opposée à cela, puisque cela, n'est-ce pas, vient en violation des résolutions des Nations Unies, puisque la Libye était sous, n'est-ce pas, l'embargo des armes. Donc, pour ne pas causer problème à la France a jugé utile, n'est-ce pas, de ne pas continuer dans ce sens et aller, n'est-ce pas, aller tout en respectant la résolution ou bien le but, n'est-ce pas, pour lequel ils sont en Libye. Donc, c'est à cause de ça qu'elle a pris cette initiative, n'est-ce pas, de ne plus continuer dans ce sens-là et aller, n'est-ce pas, dans le respect, n'est-ce pas, de la résolution des Nations Unies. Et comment vous voyez la situation sur le terrain actuellement? Est-ce que c'est en faveur des opposants ou bien c'est en faveur du régime? Mais non, parce qu'actuellement, il est difficile, n'est-ce pas, de se situer, puisque juste la semaine passée, je crois le vendredi, on lisait, n'est-ce pas, dans les presses que il y a des responsables, n'est-ce pas, libyens à l'étranger qui disaient que même les rebelles ne sont pas aptes actuellement, n'est-ce pas, à diriger le pays, même si le président Kadhafi se retirait, n'est-ce pas, du pays. Et de l'autre côté, nous avons également, comment dirais-je, les rebelles qui disent être aptes, n'est-ce pas, à diriger le pays, même après, n'est-ce pas, le départ du président Kadhafi. Donc actuellement, il est encore éphémère, n'est-ce pas, d'avoir une idée claire, n'est-ce pas, de la situation en Libye. On ne peut pas se situer pour le moment, dire que les rebelles ou bien Kadhafi, voilà, non, c'est encore trop tôt, quoi. Comment vous évaluez la présence de l'OTAN ou bien les frappes de l'OTAN? Est-ce que ça a mené à des résultats concrets sur le terrain ou jusqu'à maintenant, on ne peut pas le dire? Non, mais plus qu'on peut dire, puisque le but pour lequel l'OTAN est arrivé en Libye, c'était pour préserver la population libyenne des attaques, n'est-ce pas, du régime en place. Et lorsque nous voyons, n'est-ce pas, dans les semaines dernières, on a vu que l'OTAN a été allé, n'est-ce pas, au-delà de ces objectifs, puisqu'ils ont eu à tuer quelques civils, et ce qui a amené certains observateurs à se poser des questions. Est-ce que la présence de l'OTAN là-bas ne compromet pas, n'est-ce pas, à la bonne marche, n'est-ce pas, de la démocratie dont les rebelles, n'est-ce pas, veulent? Et ce qu'on peut dire, c'est-à-dire sans la présence de l'OTAN, ce qui est sûr, les rebelles ne peuvent pas faire quelque chose au niveau de la Libye. Donc, quelque part, c'est l'OTAN qui permet aux rebelles d'évoluer. Donc, il faut que l'OTAN agisse et ensuite les rebelles aussi agissent. Donc, tout ce qu'on a vu, on a constaté au départ que les rebelles n'étaient pas assez armés. Oui. Et comme ça, l'OTAN a eu cette occasion, n'est-ce pas, d'anticiper les frappes. Et par la suite, les rebelles aussi ont gagné du terrain. Donc, sans l'OTAN, les rebelles ne peuvent rien faire au niveau de la Libye, ça c'est sûr. Et la situation de l'Union africaine, à votre avis, est-ce que c'est efficace ou bien c'est banal, si je peux me permettre? Ça fait quelques jours, on est en train de constater un mouvement de la part de l'Union africaine, puisqu'ils ont ici, là, juste au sommet de Malabo, il y a de cela quelques jours, ils ont ici refusé d'adopter, n'est-ce pas, la sanction qui a été lancée par le président le procureur de la Cour pénale internationale contre le président Kadhafi. Et là aussi, c'est un pas qu'ils ont marqué au niveau de leur diplomatie. Donc, nous avons vu le président le président Jacob Zuma, qui est actuellement en Russie, avec le président Medvedev, qui ont également manifesté ici leur refus total et qui appellent même à la non-frappe de l'OTAN de la Libye. Donc, tout ce qu'on peut dire, les démarches que l'Union africaine est en train d'adopter actuellement, quelque part, c'est prometteur. Donc, je crois que plus tard, nous allons voir des fruits. À votre avis, en tant que journaliste, comment vous voyez les prochains jours en Libye? Est-ce que ça va terminer bientôt ou bien ça va durer quand même quelques mois? Sauf s'il y a un compromis de part et d'autre. Donc actuellement, au niveau de tout ce qu'on voit, il n'est pas difficile, n'est-ce pas, de prévoir une fin rapide de la situation actuelle en Libye, puisque de part les deux côtés se cramponnent sur leur vouloir. Lorsqu'on voit déjà la feuille de route proposée par l'UA,
On voit que les rebelles ne peuvent pas accepter ça puisqu'ils ont donné des conditions. Une seule condition, déjà qui n'est pas facile d'adopter, c'est d'abord le départ d'abord de Kadhafi, avant d'accepter toutes sortes, n'est-ce pas, de négociations. Tout à fait. Même plus que le président libyen n'est pas prêt à partir maintenant, donc il n'est pas facile, n'est-ce pas, ici, là, de prévoir une fin rapide, n'est-ce pas, des confrontations au niveau de la Libye. Je crois que c'est tout à fait à écarter pour le moment. Tout à fait. Alors, on va laisser la Libye et on va passer à la Syrie. Alors, quelle est la situation en Syrie actuellement? Nous sommes en train de constater au niveau de la communauté internationale qui essaye, n'est-ce pas, de se mobiliser, puisque les exactions sont tentées de se commettre selon les experts au niveau de la Syrie. Nous avons vu, les habitants ont été massacrés il y a de cela quelques jours. Nous voyons également les réfugiés, l'afflux des réfugiés au niveau de la Turquie. Tout à fait. Nous avons également la détermination du pouvoir en place, n'est-ce pas, à aller de l'avant également, à éviter ce genre de manifestations. Nous avons vu au niveau de Hama, il y a quelques jours, n'est-ce pas, comme l'arrivée, n'est-ce pas, des chars, l'arrivée, n'est-ce pas, des militaires, n'est-ce pas, du régime en place. Et je crois que la situation est en train de s'empirer. La situation est en train de devenir très difficile. Et même s'il y a certains pays au niveau de l'Occident qui ont ici gelé les avoirs, n'est-ce pas, du régime syrien, mais je crois que là, dans les jours à venir, nous allons constater, un changement dans cette situation. Sinon, on n'aura pas de suite favorable au niveau de la Syrie. Donc, de quel point de vue ou bien de quelle direction les changements? Mais puisque le peuple est en train de s'exprimer. Donc, quelle qu'en soit, n'est-ce pas, la détermination du régime à vouloir résister, je crois qu'il finira par céder au niveau, puisque là, les manifestations sont en train de prendre de l'ampleur, les manifestations sont en train, n'est-ce pas, de s'agrandir au niveau de tout le pays. Donc, quelque part, quelle qu'en soit la durée, n'est-ce pas, de cette manifestation, le régime ne pourra pas résister assez longtemps. C'est ça, parce que si on prend les deux exemples de la Tunisie et de l'Égypte, alors l'armée s'est réalliée aux côtés des manifestants. Mais là, la situation en Syrie, c'est l'inverse. Est-ce que ça ne peut pas obliger le peuple ou bien les manifestants à rentrer, à céder? Non, mais c'est difficile, hein? C'est difficile parce que déjà, si vous avez, un pays allié de la Syrie comme la Turquie qui s'est mis aux côtés déjà des manifestants, je crois que quelque part, c'est déjà un pas marquant pour les manifestants. Donc vous avez également l'Occident qui essaie de se lever, vous avez la Suisse, vous avez la France, vous avez également les États-Unis. Donc quelque part, il faut d'abord se faire face à cette communauté internationale, essayer d'être crédible, puisqu'aujourd'hui, les États-Unis ne voient pas le régime en place est en train de perdre du temps. Je crois que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de dire on ne peut pas faire ici une similitude au niveau des deux populations. Il y a une question de mentalité qui change. Donc au niveau de la Libye, au niveau de la Syrie, pardon, quelle qu'en soit, je vous ai dit au départ, quelle qu'en soit la détermination du régime en place d'aller de l'avant, vous allez voir que la population, puisque c'est la démocratie, nous sommes en train de vouloir prévaloir, n'est-ce pas, la démocratie. Mais puisque le peuple est en train de s'opposer à sa manière de gérer, je crois qu'il finira par céder d'ici là. Le rôle de la communauté internationale, vous venez de dire, voilà, elle a fait quand même des sanctions contre le régime ou les responsables du régime syrien. Mais est-ce que vous attendez à ce qu'il y aura des frappes contre la Syrie comme le cas en Libye ou bien c'est une question d'intérêt? Pour le moment, l'option des frappes a été écartée. Vous avez vu les États-Unis, d'abord, n'est pas prêt à aller de l'avant dans ce sens-là. Et même la France, l'option de la frappe pour le moment n'est pas à l'ordre du jour. Mais peut-être on peut adopter d'autres moyens, peut-être un peu plus diplomatiques, afin, n'est-ce pas, peut-être un moyen, n'est-ce pas, de pression, dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'au niveau des richesses, on ne peut pas faire la comparaison entre la Syrie et également la Libye. Donc, quelque part, il y a certaines personnes qui sont tentées de peut-être croire que c'est une question d'intérêt, c'est vrai, quelque part. Mais au niveau de la Syrie, pour le moment, au départ, il y a une certaine souplesse au niveau de la communauté internationale, mais on constate depuis quelques jours qu'ils ont changé de temps, il y a une certaine dureté, il y a une certaine rigidité qui est en train, n'est-ce pas, d'être adoptée au niveau de la communauté internationale. Ils sont en train de déhausser le ton, de dire au président le président Bachar el-Assad que non, mais il faut arrêter, il faut essayer de voir, il faut essayer de répondre, n'est-ce pas, à la demande du peuple. Donc je crois que si on essaie d'aller de l'avant dans ce sens-là, les choses vont changer. Il y a quelques analystes ou bien des journalistes qui ont écrit ou bien qui ont montré
la situation comme étant une situation en faveur d'Israël. Comme tant qu'il y a des chaos en Syrie, alors c'est de l'intérêt d'Israël et c'est la raison pour laquelle quelques pays occidentaux et les États-Unis n'ont pas intérêt de régler le problème en Syrie. Comment vous voyez cette... C'est possible, c'est possible, puisque c'est considéré comme étant, la Syrie est considérée comme étant un voisin direct d'Israël. Donc Israël également n'a pas l'intérêt à ce que, n'est-ce pas, persiste la crise au niveau de la Syrie. Donc quelque part, c'est vrai que si les Occidentaux, c'est possible, si les Occidentaux attaquent la Syrie, que cette situation puisse se dégrader au niveau de la région, peut-être attaquer également la Palestine et aller même au-delà de la Palestine, arriver à l'Israël. Donc, quelque part, c'est possible, puisque les experts en disent. Donc, il est fort possible que cette vision n'ait pas à écarter. C'est fort possible que si les Occidentaux refusent, n'est-ce pas, jusqu'à présent d'attaquer la Syrie, c'est pour préserver, n'est-ce pas, la paix au niveau de l'Israël, pour ne pas que, n'est-ce pas, les exactions puissent aller au-delà de la Syrie et arriver au niveau d'Israël. Donc, c'est aussi des évidences à ne pas écarter. Alors, si je comprends bien, vous voyez que à la fin, c'est le peuple qui va gagner quand même dans ces contestations. Oui, ça a été toujours bientôt, comme ça. ou bien tard, on ne sait pas exactement. Quelle qu'en soit la durée d'une manifestation, quelle qu'en soit la durée d'une révolution, ce qu'on a vu partout dans le monde, dans l'histoire, la révolution, quelle qu'en soit sa durée, à la fin, c'est toujours le peuple qui gagne. C'est toujours ça. Je vais passer au Yémen. Alors là, la situation est un peu... On peut dire compliqué quand même au Yémen. Après la blessure et le départ du président Ali Abdallah Saleh en Arabie Saoudite, c'est un peu flou, on ne sait pas exactement son état et tout. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Comme les protestataires, ils demandaient le départ d'Ali Abdallah Saleh qui n'est plus là presque, on peut dire. Alors comment vous voyez la situation? Mais non, puisqu'il y a de cela quelques jours, on disait que le président Saleh était sur le point de revenir. Mais plus tard, il y a eu un responsable saoudien qui a écarté cela et il a dit non, c'est plus possible que le président Saleh revienne. Mais ce que moi je sais, ce qu'on essaie de voir, c'est que son départ est inéluctable. Peut-être que c'est un moyen, n'est-ce pas, de se retirer, n'est-ce pas, de la scène politique du Yémen. Mais ce qu'on disait, que la situation au Yémen devient, n'est-ce pas, c'est une difficulté pour la communauté internationale. Parce qu'on ne sait pas à qui, n'est-ce pas, s'adresser, aux manifestants ou bien à Al-Qaïda. Parce que le Yémen aussi devient, comment dirais-je, un bastion, n'est-ce pas, d'Al-Qaïda. Donc, pour éviter qu'Al-Qaïda... C'était toujours le fief... C'est un peu ça. Donc, pour éviter qu'Al-Qaïda ne puisse s'emparer du pouvoir, je crois qu'actuellement, puisque la demande des Occidentaux et également les Saoudiens, ils veulent à ce que, même s'il y a un retrait total, n'est-ce pas, de Saleh du pouvoir, que le vice-président puisse, n'est-ce pas, prendre ses responsabilités et aller de l'avant et enfin d'organiser des élections et que le président qui viendra après puisse assumer, n'est-ce pas, ses responsabilités. Donc tout cela, c'est pour essayer de répondre à la demande, parce qu'il y a une sorte de confusion au niveau du Yémen. Il y a une sorte de confusion. De l'autre côté, il y a Al-Qaïda qui est tenté de se battre et on a même tendance à dire que c'est le président qui a essayé de mécaniser cela à son avantage. Mais le Yémen a été toujours un terre de conflit entre le nord et le sud. Donc, quelque part, je me dis que le Yémen, la situation actuelle est très, très difficile, n'est-ce pas, d'analyser. Et je crois que dans les jours à venir, nous allons avoir, n'est-ce pas, plus de, comment dirais-je, plus d'éclaircissement sur sa situation, n'est-ce pas, réelle au niveau du terrain. Le président Ali Abdallah Saleh, vous trouvez qu'il joue quand même sur le point de l'Qaada, de sa présence, et comme ça, il a le soutien des pays. Selon les experts, c'est ce qu'ils disent, n'est-ce pas, que le jeu qu'Al-Qaïda est en train de faire, c'est à l'intérêt, n'est-ce pas, du président Saleh. Parce que quelque part, ça retarde, n'est-ce pas, ça met tout, ça chamboule tout, ça retarde, n'est-ce pas, son départ du pouvoir. Donc, et également, ça permet aux Occidentaux de croire peut-être que le président Saleh était l'interlocuteur, n'est-ce pas, le plus fiable pour nous contre ce groupe armé. Mais ce qu'on verra, est-ce que depuis qu'Al-Qaïda, est-ce que depuis que le président Saleh est au pouvoir, il y a toujours cette présence d'Al-Qaïda au niveau du Yémen. Donc, quelque part, je me dis que c'est une sorte de confusion totale. Donc, ce qui est sûr, son départ est inéluctable, c'est tout. Ouais. Il y a deux autres exemples dans les pays arabes. Je vais parler du Bahreïn et du Maroc. Alors, ce sont deux exemples où on peut dire que les dirigeants, ils ont été assez intelligents et souples de façon à faire des réformes et réaliser des réformes qui ont satisfait au peuple. Quand vous trouvez cette phrase valable au Bahreïn et au Maroc en même temps? Mais non, c'est possible, mais il y a une petite nuance au niveau du Bahreïn, c'est vrai. Même si au niveau du Bahreïn, après les manifestations, il y a eu, pour contenir cette manifestation, il y a eu une certaine mobilisation des pays voisins au Bahreïn, tels que l'Arabie Saoudite qui a envoyé également des forces au niveau du Bahreïn
afin de contenir des manifestations. Donc, il y a également ce problème idéologique aussi qui cause problème au niveau du Bahreïn. Il y a une part des chiites qui sont là, une grande majorité de la population du Bahreïn. Et il y a également cette minorité sunnite qui dirige le pouvoir depuis le royaume, et ainsi de suite. Mais donc, le cas est très, très complexe par rapport au niveau du Maroc. C'est vrai que le Maroc, il y a eu au départ une certaine mobilisation, un certain mouvement de contestation qui voulait, n'est-ce pas, se naître. Mais le roi, c'est vrai, le roi a été sage et il est venu, n'est-ce pas, contrecarrer, n'est-ce pas, cette manifestation avec un discours, n'est-ce pas, qui a été accueilli au niveau de la communauté internationale de courageux, d'appréciable. Et je crois que dans ce sens-là, le Maroc, surtout le Maroc, je dis bien que le Maroc a fait un pas, n'est-ce pas, pratique, un pas, n'est-ce pas, important dans ce sens-là. Donc, faire une certaine similitude entre le Maroc et le Bahreïn n'est pas, à mon avis, n'est pas juste. On peut dire que le Maroc est calme maintenant, il n'y aura pas de problème dans l'avenir, mais le Bahreïn quand même, c'est un peu sur... le Maroc, c'est un peu chaud. Bahreïn, d'abord, c'est un milieu très, très sensible, très, très souple. Donc, nous sommes en train de voir actuellement, ils sont en train de dissoudre tous les partis politiques à caractère chiite, à caractère ainsi de suite. Donc, ce n'est pas le cas avec le Maroc. Ce n'est pas avec le cas avec le Maroc. Parce qu'au niveau du Bahreïn, il y avait d'abord une grande manifestation. Et au Maroc, on n'a pas assisté à cette grande manifestation comme Bahreïn. Donc, quelque part, je me dis que la situation, les deux cas ne sont pas pareils. Ils sont pas pareils, mais au moins ça s'est calmé quand même, même au Bahreïn, avec le soutien avec le soutien, n'est-ce pas, du Conseil des pays voisins. Voilà, du CCG et en même temps de la communauté internationale. La communauté internationale, bien sûr. Comme pour être devant l'Iran quand même. Bien sûr, puisque c'est pour ne pas que l'Iran puisse avoir, n'est-ce pas, un pas au niveau du Bahreïn, puisque comme je vous ai dit au départ, que Bahreïn est composé aussi d'une forte communauté chiite, qui dit chiite dit l'Iran. Donc, pour éviter à ce que l'Iran ne puisse être proche, n'est-ce pas, des pays du Golfe, bien sûr, les pays du Golfe sont soudés et avec n'est-ce pas, le soutien de la communauté internationale, ils ont été soudés et ils ont contré, n'est-ce pas, cette manifestation qui n'ont pas vu à caractère politique. Pourquoi ce n'est pas une manifestation à caractère politique, mais plutôt à caractère idéologique. Donc, quelque part, au niveau de Bahreïn, la situation reste encore très sensible. Monsieur Oujonga Ilyas, vous êtes journaliste au Progrès égyptien. Je vous remercie beaucoup pour tous ces éclaircissements. C'est moi qui vous remercie. Alors maintenant, on va passer à notre deuxième sujet pour ce soir. Et c'est un sujet local. C'est concernant la dissolution des conseils municipaux ici en Égypte. Le gouvernement qui a confirmé dimanche une décision de justice de dissoudre tous les conseils municipaux au motif qu'ils sont dominés de manière écrasante par les élus proches de l'ancien ou l'ex-pouvoir du président Hosni Moubarak. Regardons ce reportage de Yara Choucha et suivi par une interview qui sera accordée à ma collègue Ilham Damr. Le Conseil des ministres a décidé dimanche, lors d'une réunion présidée par le Premier ministre Assam Sharaf, de s'engager à mettre en vigueur le verdict rendu récemment par la juridiction administrative au sujet de la dissolution des conseils populaires locaux dans tous les gouvernorats du pays et au niveau de toutes les unités administratives locales. La Cour suprême administrative du Caire avait décidé le 28 juin de dissoudre ces conseils à la suite de plaintes concernant la mainmise du Parti national-démocrate, le PND de Moubarak, aujourd'hui dissous. Les résultats de l'élection de ces conseils en avril 2008, marqués par une abstention massive, avaient donné 92% des sièges au PND. Ces conseils municipaux constituaient un des principaux éléments du réseau d'influence du pouvoir égyptien à travers tout le pays. La dissolution de ces conseils communaux faisait partie des revendications des grandes manifestations qui ont poussé Moubarak à la démission en février dernier. Aucune date n'a été à présent avancée pour d'éventuelles élections anticipées afin de renouveler ces conseils dont le mandat vient à échéance en 2012.